Je pensais d'ailleurs que c'était vous qui aviez éteint les lumières de la rue de Solferino le 12 octobre 2018, mais vous étiez déjà parti du PS depuis... C'est moi qui ai décidé de vendre. Après, il y a eu un processus pour la vente, oui. Ouais. Donc, en tout cas, c'était symbolique Absolument. de quitter cette rue de Solferino. Quand bien même, ce qui s'est passé ce 24 avril 2022, pour le PS et peut-être pour la gauche, est-ce que ce n'est pas à l'image, justement, d'un bâtiment où on ferme la porte et on éteint les lumières? Pas tout à fait, évidemment, l'image est tentante, Solferino est fermé, donc le Parti Socialiste a disparu. Mais il y a eu bien des locaux pour la SFIO, le Parti Socialiste avant, ce n'est pas les locaux qui font l'histoire du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste existe depuis 1905, sous des formes diverses, et il continuera à exister. Il y a une contradiction entre son existence nationale, qui est proche du néant, et son existence locale qui fait qu'elle domine très fortement l'ensemble de la gauche et une grande partie de la vie politique française. Il y a par exemple 1500 maires qui ont parrainé Madame Hidalgo alors qu'elle fait 1,70%. Comment vous l'expliquez ça? Parce que je crois que le socialisme municipal représente une certaine forme de social-démocratie qu'il n'existe pas au niveau national. Au niveau national, les socialistes sont fascinés depuis le congrès d'Épinay par la gauche. Il faut toujours être à la gauche de la gauche. Évidemment, tout ce qui bouge à gauche est rouge. Et à partir de là, on suit nous, on veut rester dans le rose. Et voilà. Et en fin de compte, le socialisme municipal prend en compte les réalités, n'est pas dans le slogan. On n'est pas dans le slogan. On est dans la transformation concrète et responsable de l'environnement et de la vie de nos concitoyens. Et les hommes et les femmes de gauche, quelles que soient leurs opinions à l'élection présidentielle, plébiscitent ces collectivités locales dirigées par le Parti Socialiste. Oui, mais alors deux questions inhérentes à exactement ce que vous venez de dire. Est-ce que dans municipal, il n'y a pas la ville? Est-ce que finalement, le Parti Socialiste, ça n'est pas uniquement un parti urbain? Et deuxièmement, est-ce que finalement, puisqu'on parle du pouvoir central, est-ce qu'une partie de la gauche n'a déjà pas été, j'allais dire, agglomérée par La République En Marche? Et quand on regarde Territoire de Progrès, et ne serait-ce que les quelques ministres qui sont au gouvernement, qui sont des gens qui viennent de gauche, est-ce que finalement, ce socialisme municipal, comme vous l'appelez, j'ai envie de dire, jusqu'à quand, Jean-Christophe Cambadélis? C'est une très juste question, parce que on n'est pas à l'abri de la fin du coffre-fort socialiste. Hein, c'est un peu ça. Vous voyez qu'on revient au bâtiment et aux lumières. Qui sont les collectivités locales. Oui, parce qu'il y a un problème de refondation de la gauche. Nous avons vécu depuis Épinay une saga, des saisons, un feuilleton, que sais-je encore. C'est un bon scénario pour Netflix, en effet. Évidemment, avec des hauts et des bas, des victoires, des trahisons, des retournements, qui a occupé beaucoup d'hommes et de femmes dans ce pays, qui a produit un espoir considérable. On s'en souvient de 80 et pas simplement la victoire de Lionel Jospin ou celle de François Hollande. Mais on est à la fin d'une histoire. Et à un moment donné, il y a le clap de fin. Et il faut l'accepter, on n'accepte pas. Mais oui, on n'accepte pas. On n'accepte pas. Non, on n'accepte pas. On est un peu dans... Allez, on va faire un remake, ou on va faire 1 ou 2 épisodes de plus, et on sait que dans ces cas-là, ils sont mauvais. À propos d'épisodes, vous avez entendu, comme beaucoup, d'élus et de sociétés, pas seulement, mais en tout cas d'hommes de gauche qui disaient, même avant même qu'il y ait que le second tour de la présidentielle se solde, on dirait, il y a un troisième tour. Il y a un troisième tour. Et François Hollande, le 24 avril, dimanche, lorsqu'il est interrogé, il s'étonne de ça. Il répond aux journalistes, il dit « Mais comment est-ce qu'on peut parler de troisième tour, puisque le Rassemblement à gauche, il aurait dû se faire au deuxième tour ?» Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je pense que c'est contraint et forcé que l'on parle du troisième tour, sinon on aurait parlé de la victoire de la gauche. Bon, alors on pense toujours, moi j'ai connu, dans toutes les élections, j'ai connu ça, c'est la rentrée sociale va être épouvantable, elle risque de l'être d'ailleurs, vu là l'inflation et même une stagflation, puisqu'il va y avoir en même temps un ralentissement économique, on voit ce qui se passe aux États-Unis et même en Allemagne. Et une montée des prix qui va continuer. Voilà, et donc ça va créer une énorme tension, c'est un problème qui est posé évidemment au président de la République. Mais au fond, on joue cela, mais c'est un peu
comment dirais-je, la manière d'être des perdants. C'est-à-dire que on dit, bon, bah voilà, on a perdu le premier tour, on a perdu le second tour, on va perdre autre chose, peut-être les élections législatives, j'en sais rien. Et donc, bon, on va se refaire sur le plan du social. Vous êtes vachement optimiste ce soir, Jean-Christophe Cambadélis. Je dis pas ça, on va peut-être perdre les élections législatives. Je veux dire, aujourd'hui, le fait majoritaire, ce qui pose un énorme problème, d'ailleurs. Oui, le fait majoritaire, où le président de la République, avec, moins de 30% aux élections présidentielles, aura un bras de levier tel qu'il aura la majorité absolue ou presque à l'Assemblée nationale, ça pose un problème de représentation pour l'ensemble des Français. Ça, pendant le quinquennat de François Hollande, on aurait pu changer les choses. Mais je suis bien d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, il faut une proportionnelle, parce que, vous savez, à partir du moment où la première victoire d'Emmanuel Macron en 2017 a brisé les partis de gouvernement qui organisaient le bipartisme, c'est-à-dire la droite et la gauche, depuis 1981. Ça a libéré les populismes. Populisme de droite, populisme de gauche, que je ne mets pas sur le même plan, mais quand même populiste. Il y a des points de concordance parfois. Et parfois, oui. Notamment le pouvoir d'achat. Mais aujourd'hui, la question, c'est comment faire rentrer ces dragons dans le jeu démocratique. Et il n'y a qu'un seul moyen, c'est la proportionnelle. Sinon, il y a une distorsion démocratique qui renforce la distance démocratique que nous connaissons dans notre pays de plus en plus grande. Vous n'auriez jamais dit ça si vous étiez partisan d'Emmanuel Macron. Je l'aurais dit peut-être. J'aurais quand même dit, il faut être attentif au fait que nous avons face à nous ce 70% des Français. Et on ne peut pas gouverner en espérant avancer dans le rejet des extrêmes, avec un grand parti central qui rejetterait les extrêmes. Parce qu'à un moment donné, ça casse. Il suffit qu'il y ait une crise à l'intérieur de ce grand parti central, et on peut la sentir d'ores et déjà dans les échos entre Édouard Philippe et les dirigeants de LREM. Eh bien, à ce moment-là, ça casse et s'engouffre dedans l'un des deux populismes. On l'a entendu dans le journal, en attendant que ça casse, et on espère que ça cassera pas, puisque effectivement on est quand même assez soucieux, tous j'espère, 48 millions d'électeurs, d'une continuité démocratique, qu'elle soit justement d'une couleur politique ou d'une autre, mais en tout cas, il s'agit quand même pas de tout casser alors qu'une élection majeure vient de se dérouler. Est-ce que quand vous voyez les tractations en ce moment entre notamment la France Insoumise et le Parti Socialiste, évidemment il faut rajouter Europe Écologie Les Verts et le parti de Fabien Roussel, le PCF, mais quand vous voyez des socialistes qui disent « Non mais attendez, nous on a déjà donné », c'est ce qu'on a entendu comme sonore tout à l'heure dans le journal de 19h, et d'un autre côté, des ténors de LFI comme Alexis Corbière encore ce matin sur Europe 1 dans la matinale de Dimitri Pavlenko qui dit « Attendez, voilà, nous on a des marqueurs de LFI et ça ne marchera uniquement si les gens du PS suivent les marqueurs du LFI. » Comment est-ce que vous, Jean-Christophe Cambadélis, avec l'histoire que vous avez, que vous portez en vous du Parti Socialiste, comment est-ce que vous observez ça ? Écoutez, on ne nous propose pas une coalition, on nous propose une reddition. C'est-à-dire qu'on nous dit, voilà, la campagne des élections législatives, c'est Mélenchon pour les affiches, Mélenchon pour le sous-titre, Mélenchon pour la photo, Mélenchon pour le programme, et Mélenchon pour la répartition des Est-ce sièges. que c'est aussi caricatural que ça ? Oui, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Même le PCF, pourtant plus proche de Jean-Luc Mélenchon, même s'il y a eu des bisbilles que nous, s'en est offusqué dans une lettre qu'ils ont envoyée à LFI. Ça ne peut pas fonctionner. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Corbière a parfaitement raison. Lui, il a besoin de marqueurs. Mais nous, on a aussi besoin de marqueurs. Parce que le Parti Socialiste a une histoire, a une présence, je viens de le dire, dans les collectivités locales, et il ne va pas accepter de sortir des traités européens, une réforme des retraites qui nous coûterait 47 milliards d'euros, et la 6e République avec des élus révocables à 50 fois. D'ailleurs, je suis assez étonné parce que mettre ça en avant comme le fait Mélenchon ou Corbière, c'est un peu tromper les Français, parce que même si Mélenchon était Premier ministre, il n'a pas la possibilité institutionnelle de décider, lui, de sortir des traités ou de ne pas les respecter, et il n'a pas la possibilité institutionnelle de faire la 6e République.
Donc on met ça de côté. Reste après les questions programmatiques, économiques et sociales. On peut proposer, on peut demander un référendum, on peut pas demander un référendum. On peut pas demander un référendum. Mais c'est pour ça. Je pense alors, cette 6e République, vous dites ce soir qu'elle est totalement infaisable. C'est-à-dire, on peut pas réfléchir constitutionnellement. On peut pas sortir de la 5e République est tellement verrouillée qu'on peut pas en sortir. Ben oui, c'est exactement comme la construction européenne. C'est tout le problème. C'est que pour sortir, il faut soit un référendum, soit une majorité au niveau du Congrès, c'est-à-dire entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Mais ça, on peut le réaliser. Mais je fais du plaisir pour le réaliser. Non, mais bien sûr. Donc moi, on est d'accord là-dessus, Jean-Christophe Cambadélis. C'est pour ça que mais moi, le modus operandi existe. Mais c'est pas ça que propose Jean-Luc Mélenchon. Il ne propose pas, comme moi, une proportionnelle à l'allemande en France pour permettre à la fois de gouverner et de représenter l'ensemble des forces politiques. Imaginez demain que, par exemple, le Rassemblement national, je ne le souhaite pas évidemment, mais le Rassemblement national soit sans représatation, c'est-à-dire sans groupe. Oui. Bon, enfin, je pourrais le souhaiter, mais bon, c'est pas le sujet. Ça pour essayer de faire, ne répétez pas. Donc, mais imaginez cela. Vous pensez, les électeurs, vous avez vu la violence avec laquelle ils ont accueilli déjà les résultats de l'élection présidentielle. Ça veut dire un degré de tension terrible dans notre pays. Donc il faut, la première tâche, je dirais, c'est rétablir une confiance démocratique. Eh bien, on va voir dans un instant, on va marquer une pause. Si c'est possible, avec vous, Jean-Christophe Cambadélis, invité d'Europe 1 jusqu'à 20h. À tout de suite. Christophe Cambadélis est avec nous jusqu'à 20h. Dans ce contexte, on l'a vu dans ce premier quart d'heure, très très spécial, très compliqué finalement, parce que Jean-Christophe Cambadélis, quand vous narrez les différents tenants et aboutissants de ces tractations qui ont lieu en ce moment entre notamment LFI et le PS, là pour l'instant elles sont suspendues ces tractations. Elles vont reprendre ou pas ? C'est très difficile, parce que vous voyez bien que Olivier Faure, qui a fait un premier geste... l'actuel premier secrétaire du PS. L'actuel premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, grosso modo, a mangé son chapeau programmatique. Bon, c'est même à apprendre dans les écoles de formation politique, la manière dont il s'est comporté. Mais bon. Il s'est aperçu quand même que ça avait créé quelques émois. Moi, je suis intervenu, mais pas simplement. Martine Aubry, Anne Hidalgo, Carole Delga, Bernard Cazeneuve, François Hollande, etc., qui, certes, sont d'une génération passée, il lui dirait avec un passif, mais qui pèsent quand même dans le Parti socialiste. Et il a besoin, pour revenir voir ses camarades, et pour faire passer l'accord, parce qu'après il faut qu'il soit appliqué, d'un trophée, de pouvoir leur dire « j'ai obtenu quelque chose ». Enfin, la politique, ça se résume pas à ça. Il y a beaucoup de symboles dans la politique. Vous savez bien qu'il y a beaucoup de symboles dans la politique. Il a besoin de pouvoir dire sur le plan programmatique « mais attention, on a gardé notre indépendance, on a obtenu ci, on a obtenu ça ». Et en fin de compte, ce n'est pas l'intégration, c'est ce que je dis, mais pour lui, il va dire, ce n'est pas l'intégration à l'intérieur de l'Union populaire, la France insoumise de Mélenchon, il s'agit d'un front populaire, d'un certain point de vue. Et donc, il a besoin de ça. Mais de l'autre côté, pourquoi voulez-vous que Jean-Luc Mélenchon lui fasse ce cadeau ? C'est parce qu'on s'y est mal pris. On a fait comme dans les OPA, on s'est mis en négociation exclusive avec Jean-Luc Mélenchon. Alors que qu'est-ce qu'il aurait dû fallu faire ? Il aurait fallu d'abord définir ce que nous voulions pour la France aux élections législatives. C'est quand même incroyable d'aller à une négociation en disant je n'ai pas de ligne rouge, je ne proposerai rien. Non, vous êtes un parti politique, vous présentez ce que vous estimez nécessaire, d'autant plus qu'il y avait un programme qui n'était pas si critiquable que ça avec ce qu'avait fait et dit Anne Hidalgo. Vous le changez, mais vous le présentez. Ensuite, il fallait voir tout le monde. Pas simplement Jean-Luc Mélenchon. Il fallait ouvrir des discussions avec les écologistes, avec le Parti communiste. Aucun parti, à part la France insoumise, n'est monolithique. Aucun parti, si vous prenez, parce qu'ils sont tous d'ailleurs régionalisés, n'a la même position. Donc il y avait des possibilités de se mettre d'accord avec un certain nombre de responsables ça veut dire quoi, écologistes. Faire un patchwork de tous les programmes pour faire une ligne de... Qu'il y ait une négociation à partir
des programmes, des formations politiques, et pas à partir de Jean-Luc Mélenchon et de son programme. Voilà. Mais écoutez, il y a 3,5 millions. Donc ça veut dire que là, en l'état actuel des choses, vous me dites, Jean-Luc Mélenchon, il ne veut pas du reste, il veut son programme, et puis c'est tout. Ça veut dire que les tractations ne vont pas se poursuivre. C'est toujours comme ça dans les négociations, tout le monde monte dans les sommets. On laisse une semaine ou quelques jours et on recommence en disant... Je ne vois pas comment Olivier Faure revient devant sa formation politique en disant « J'ai avalé le programme de Jean-Luc Mélenchon, nous avons sauvé 18 circonscriptions et nous ne présenterons pas dans les autres face à la France insoumise, des écologistes et au Parti communiste. » Il n'aura pas de mal... Je pense qu'il y aura un vote militant, c'est normal là-dessus. Il n'y a pas de vote militant qui ratifie cela. D'abord, tous ceux qui auront été éliminés seront contre. Donc vous voyez bien que la manière dont il s'y est pris pour sauver quelques circonscriptions, au détriment de l'identité des socialistes, qui est à renouveler, à reconsidérer. Moi, je suis pour que un mouvement populaire social-démocrate se substitue au Parti socialiste tel qu'il est aujourd'hui. Mais ça, c'est la gauche. Ça, c'est la gauche qui est au gouvernement. Ça, c'est Territoire de Progrès que vous. Pas du tout, parce que les social-démocrates de gauche, ils ne se vivent pas sociodémocrates, ils se vivent macronistes. Quelle est la différence ? Et la différence, elle est sur beaucoup de plans. Ils adoptent, par exemple, ils sont d'accord avec la réforme des retraites du président de la République, avec la conditionnalité du RSA, avec le salaire des profs au mérite, autant de choses que nous refusons, même si nous partageons avec eux la vision du président de la République sur l'Europe, etc. C'est ça, il y a des marqueurs. Sur lesquels vous êtes d'accord. Mais il y a des marqueurs. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas dans la majorité présidentielle, mais je ne suis pas dans l'opposition frontale non plus. Alors, si je lis Territoire de Progrès, voilà ce qu'ils disent. La gauche, c'est un long combat pour l'égalité, pour la conquête de droits nouveaux. C'est un attachement profond au fil des époques à la République, ses valeurs de fraternité et de laïcité. C'est la promotion constante du projet européen, là vous êtes d'accord, projet au service des peuples, là aussi. Nous inscrivons à la suite de tout cela, nous sommes un mouvement réformiste et progressiste. Bon, ça on peut regarder réformiste parce que, voilà. Un mouvement qui croit que la société avance beaucoup plus par le dialogue et le compromis que par la contestation permanente. Bon, nous croyons au progrès social, économique, scientifique, écologique, technologique. Bon, finalement, il y a quand même beaucoup de points communs, non, avec des social-démocrates de gauche. Ça ne mange pas de pain. Mais bon, mais ça veut dire quoi ? Ce que vous essayez de me dire, c'est qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique ? Oui, il y en a toujours par ailleurs. Bon, c'est malheureusement la vie politique. Non, je pense que la social-démocratie, c'est plus que cela. C'est un rapport antagonisme au libéralisme, ce qui n'est pas dit dedans. C'est plus que ça. C'est une tension par rapport à la montée du racisme qui existe dans notre société. C'est une protection sociale renouvelée, puisque notre filet de protection sociale, a aujourd'hui des trous. C'est résorber les inégalités. C'est résorber le précariat. C'est se lier peut-être avec la social-démocratie européenne et pas avec les centristes européens, comme ils le font. Donc, il y a quand même beaucoup d'éléments de différence. Et moi, je crois que cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas, ici ou là, converger sur des sujets ou engager le dialogue et la discussion. C'est pas, pour moi, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que c'est comme pour de l'autre côté Mélenchon. Si on n'est pas défini, nous, si on n'a pas un manifeste social-démocrate, on peut discuter avec personne. On est dans la tactique. On est dans où on se met avec les uns, où on se met avec les autres. Donc on est disloqué. En fin de compte, le Parti socialiste est une balle de ping-pong entre Mélenchon et Macron. Non. Il reste peu de temps, Jean-Christophe Cambadélis. Tout ce que vous dites est entendu. Est-ce qu'on a le temps de le mettre en œuvre ? Est-ce que la mise en œuvre est possible avant le 12 juin prochain ? Je pense qu'on peut présenter aux Français un projet qui, présidentiel passé, c'est-à-dire pour beaucoup d'électeurs l'essentiel passé, peut être plus perceptible qu'il a été dans l'élection présidentielle. Et si vous n'avez pas de projet, évidemment, votre question est tout à fait juste, on n'aura pas le temps. Et puis après l'élection législative, il faudra réfléchir à la manière dont ce parti évolue. Moi, j'ai proposé, un peu de manière provocatrice, qu'il y ait l'autodissolution du Parti socialiste. Bon, pour fonder quelque chose d'autre. Je pense que le replâtrage ne fonctionnera pas. Mais est-ce que c'est
uniquement, oui, c'est ce que je voulais dire, c'est un changement de nom, changement de façade, changement de... Aussi la On prise parlait en compte. de Solferino, mais bon, voilà. C'est déjà un début. Ouais. Mais c'est aussi, bon, bien sûr, le nom, les personnes, etc. Mais c'est parler aux Français d'aujourd'hui dans la France d'aujourd'hui. Alors, ça intéresse peu peut-être nos auditeurs, mais les présupposés idéologiques du Parti socialiste sont ceux des années 60. C'est-à-dire que Anne Hidalgo, quand elle parlait aux électeurs avant la présidentielle, elle parlait années 60 ? Non, puisque elle a fait un tournant et elle a introduit dans son projet la question de la social-démocratie. Mais c'est tombé comme ça, alors que ce n'était pas été préparé pendant 5 ans. Il fallait une nouvelle offre, il fallait que ça soit intégré dans le paysage politique français. Or là, on l'a précipité dans la campagne présidentielle. Elle était plutôt réticente au point de départ. Elle a décidé d'y aller. On ne l'a pas accompagnée. Et au milieu, on a dit qu'on préférait Taubira qu'elle. Bon, alors, toute campagne est mauvaise ou bonne, il y a des bons moments et des mauvais moments, mais enfin, là, quand même, on peut pas dire qu'on l'ait. C'est ça qui justifie les 1, non, je pense pas, mais enfin, ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé. Comme en 2011, le think tank Terra Nova, qui a divisé la gauche, avec un changement de braquet, en se disant que, voilà, en 2011, juste avant d'ailleurs l'élection de François Hollande, ce rapport de 82 pages explique que on peut plus compter sur le vote populaire qui commence à partir d'ailleurs aux extrêmes, mais qu'il faut un nouvel électorat urbain comprenant des diplômés, des jeunes et surtout les minorités des quartiers populaires. Est-ce que le tournant de la gauche, il est là en 2011 ? Alors moi j'ai contesté à l'époque ce rapport très fortement parce que il nous indiquait abandonnons les couches populaires. Mais les couches populaires, elles étaient déjà, vous savez, on a parlé du gaucho-lepénisme il y a déjà bien avant. Et le Parti socialiste n'avait pas le rapport que l'on veut bien dire au salariat ouvrier. Hein. C'est plutôt le Parti communiste qui s'est effondré et qui a libéré ses électeurs qui ont été au Rassemblement national. Mais quand même, la gauche était sur une ligne d'abandonner. Ça, on parlait des territoires tout à l'heure, il y a des tas de terres, j'allais dire, socialistes qui aujourd'hui ont voté pour le Rassemblement national. Bien sûr. Notamment dans le Nord. Bien sûr. Évidemment, mais vous prenez par exemple le Nord ou le Pas-de-Calais, les socialistes dirigent énormément de collectivités locales et ils résistent aux élections locales par rapport à la pression du Rassemblement national. Je vais vous reposer la question que je vous ai posée il y a 10 minutes, c'est jusqu'à quand ? C'est pour ça qu'il faut c'est ce que je dis à mes camarades. Si on ne se renouvelle pas, si on ne se refonde pas, si on n'est pas capable de se rapprocher de l'activité de nos élus et de la social-démocratie européenne, qui a un rapport décomplexé à la radicalité, ce que nous n'avons pas, nous socialistes, nous sommes complexés par toutes les radicalités, eh bien à ce moment-là, évidemment, à la fin, nos collectivités locales tomberont. Donc c'est simple, c'est la refondation ou la perdition. Mais est-ce que c'est pas inévitable ? La refondation ? Non. La reddition, l'effondrement des collectivités locales actuellement gérées par le PS ? Non, je ne pense pas du tout. Je ne crois pas, sinon ce serait intervenu en 2017. Or, en 2017, nous gagnons les élections municipales, soit dans des accords avec les écologistes, soit sans accord avec les écologistes, et souvent sans accord avec les écologistes, et Mélenchon fait 6%. Il n'a personne dans les collectivités locales. On le bat à plat de couture, Mélenchon. Et pour autant, lui, à l'époque, il n'est pas pour la reddition vis-à-vis du Parti socialiste. Loin de là. Et il va présenter une candidature seule à l'élection présidentielle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que rien n'est donné encore. Il y a un problème de combat, d'intelligence, de travail. Et le problème du Parti socialiste, c'est qu'il ne travaille pas les idées. Qu'est-ce qui vous anime encore ? Jean-Christophe Cambadélis, je ne vais pas divulguer votre âge, mais vous avez quand même un long parcours. C'est ce parcours qui m'anime. Moi, je ne me résous pas à voir disparaître ma famille politique. Et donc, je veux la changer, la renouveler, la refonder. Moi, je ne demande rien. J'ai été premier secrétaire, j'ai été parlementaire plus d'une vingtaine d'années. Ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est je veux à nouveau une gauche responsable de gouvernement social-démocrate, populaire, debout. Et là, de mon fauteuil, j'applaudirai mes petits camarades. Content. Et encore une fois, cette gauche-là, ça n'est pas la gauche qui est actuellement au gouvernement.
C'est une gauche centriste. Non. Mais pour que cette non, gauche... parce que je vous pose la question parce qu'à chaque fois qu'on dit ça aux ministres de gauche du gouvernement, ils disent la gauche, elle est au gouvernement. Oui, c'est celle bien qui sûr, compte. mais ça, bon, c'est de la rhétorique, et c'est le en même temps. Quand vous êtes dans un gouvernement dirigé par Édouard Philippe, vous avez beau être une gauche dans le gouvernement, vous êtes une gauche sous la droite. Bon, mais sauf si on est dans un nouveau modèle où il n'y a plus de gauche ni de droite, où on a un grand parti centriste et en face un vote contestataire. D'autres l'appelleront radical, d'autres l'appelleront extrême. Et vous savez, c'est... Je veux dire, la présidentielle a eu une apparence d'une tripartition entre Mélenchon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Elle a une réalité. C'est le clivage nouveau qui est en train de s'installer entre les libéraux et les nationalistes. C'est ça la clé de la situation. Et c'est un problème ? Et c'est un problème parce que la gauche est exclue. Et comme les libéraux ne procèdent pas de la question sociale, mais de la question du marché, qu'il faut intégrer. C'est vite résumé. Et tout le monde résume, parce qu'il faut bien faire expliquer. Eh bien, oui, si. C'est-à-dire que, à partir de là, à un moment donné, ils seront submergés. À un moment donné, ils seront submergés. Parce que la question... vous avez vu la difficulté avec laquelle on a fait face au deuxième tour, à la pression de Marine Le Pen? Tout le monde s'y est mis, à part Mélenchon. Tout le monde s'y est mis. Il n'y a pas une voix pour... Voilà. Bon. Et vous avez eu les intellectuels, les sportifs, les artistes, j'allais dire les journalistes. Non, parce ils doivent être neutres. Mais enfin, quand même, tous les partis politiques, toutes les personnalités, les anciens premiers ministres, les anciens présidents de la République, bref, tout le monde s'y est mis. Et quand même, Marine Le Pen arrive presque à 42% des voix. Ça montre que ça ne peut pas durer. Qu'un grand corps central, c'est un corps des élites qui est face au peuple. Il faut retrouver de la pluralité si on veut reprouver la démocratie. Et c'est pour ça que j'insiste encore sur la proportionnelle. Jean-Christophe Cambadélis, ancien premier secrétaire du PS, est notre invité jusqu'à 20h. À tout de suite. Jean-Christophe Cambadélis, qui pendant très longtemps a été le premier secrétaire du Parti Socialiste, député, socialiste. C'est un vrai socialiste conservateur de cette gauche. Vous avez la culture du parti, on peut le dire. Et vous l'avez démontré pendant cette demi-heure passée ensemble sur Europe 1. Qui va être alors je vous demande pas de sortir votre boule de cristal, mais enfin, en gros, il y a deux choix. Qui va être la première force d'opposition en France à l'issue des législatives? L'abstention. C'est l'abstention qui va être dominant. Oui, mais en attendant, ça donne pas un résultat politique. Mais parce qu'à partir du moment où vous avez le scrutin majoritaire uninominal de 2 tours, on ne peut pas dire qu'il y ait une force qui soit l'opposition. Mais si vous dites l'abstention, ça veut dire que le reste se règle dans la rue. Et ça fait écho aux démonstrations populaires que vous évoquiez en début d'interview. Mais malheureusement, notre système institutionnel est à bout de souffle. Enfin bon, à un moment donné... Mais alors, si notre système institutionnel est à bout de souffle, pourquoi est-ce que vous parlez encore du PS? Dans ce cas-là, il faut tout remettre à plat. Pour moi, le PS, je le remets à plat puisque je veux créer une nouvelle formation politique. Mais pour moi, le PS ne fait pas partie du système institutionnel. Ça, c'est ce que certains disent, mais je ne le pense pas. Il fait partie du paysage. Oui, voilà, du paysage. D'accord. Mais il faut le refonder parce que, il n'est plus en capacité d'être attractif, d'être productif. En gros, les deux. Alors, effectivement, il y a l'abstention et les conséquences qu'on sait. Il y a un bloc national, qui est Marine Le Pen plus les 7% qu'a fait Éric Zemmour, on ne sait pas où ça va partir. Et puis peut-être quelques résidus du vote Pécresse, on ne le sait pas pour l'instant. Et puis il y a cette gauche qui, on l'a dit en début d'entretien, essaye de se mettre d'accord. Moi, je pense, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, que le clivage politique, il y a bien des fractures, bien des problèmes en France, mais du point de vue politique, le clivage, il est entre les nationalistes et les libéraux, et malheureusement, la gauche n'est pas en capacité de bousculer ce jeu. Donc, je pense que le Rassemblement national, allié ou pas, c'est un problème, avec Reconquête, je vois que plus le temps passe, plus l'hostilité à Reconquête se réduit, et bientôt demain, on ira chercher Dupont-Aignan. Parce que
les formations politiques sont confrontées à ça. 12,5 des inscrits, si vous voulez être au deuxième tour. Et ceci est un facteur contraignant qui pousse à le rassemblement à droite. Je pense donc que le rassemblement sera là et bien là, mais est-ce qu'il arrivera à traduire en termes d'élus dans l'Assemblée nationale? D'abord, je le souhaite pas, mais enfin bon, on peut y réfléchir. C'est très difficile à dire aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas d'éléments qui permettent de le dire, parce qu'on peut faire un score national. Aujourd'hui, quand on sonde ce que vous représentez au niveau national. Mais il faut convertir cela par circonscription. Et il y a 577 circonscriptions, avec 577 problèmes particuliers, avec des endroits où vous avez un maire qui va se présenter, ou qui appuyait sur une mairie que vous avez réussi à conquérir, où la France Insoumise a fait 4% aux élections municipales et 14% ou 15% aux élections présidentielles. Donc, comment tous ces facteurs se combinent, ça va aussi dépendre beaucoup de ce que va faire le président de la République, et je comprends qu'il réfléchisse longuement à qui il va offrir les clés de Matignon, parce que c'est tout de suite la perception de son deuxième quinquennat. Et ce n'est pas n'importe quel quinquennat, puisqu'il a dit qu'il prenait en compte les critiques qui lui avaient été apportées dans le quinquennat précédent, sur sa manière de faire, son non-ouverture. Bon, on a eu l'empire autoritaire, comme sous Napoléon III, et il nous propose l'empire libéral. Il faut qu'il aille chercher Edmond Olivier pour... Je ne sais pas s'il nous propose l'empire libéral. Si, c'est d'être plus libéral, plus ouvert, etc. Chercher le mot social revient quand même très très souvent mais c'est indispensable. Dans la sémantique présidentielle. C'est indispensable. La France a un problème social. Bon, on a vécu depuis 30 ans sur le fait que la France avait un problème d'entreprise. Ce qui n'était pas entièrement faux, mais ce n'était pas suffisant. Et ce qui est encore très vrai. Mais bon, on se gargarise sur le fait qu'on crée 1 million d'entreprises en France, donc ce n'est pas tout à fait le sujet. Donc, pour pouvoir créer des entreprises, on a abaissé le coût du travail. Il y en a qui sont créés, il y en a qui ferment. Oui, bien sûr. Je ne dis pas le contraire. Mais on a abaissé le coût du travail. Et on a quasiment ruiné des régions entières, où des gens font le choix entre leur santé et la dimension alimentaire, où ils peuvent difficilement élever leurs gamins, où ils sont dans des situations épouvantables, où ils vivent de peu. Et donc le ressentiment, il est extraordinaire par rapport d'abord aux villes, où on a l'air de vivre mieux, parce qu'elles ont une protection sociale par elles-mêmes, d'un certain point de vue, où il y a des facilités pour faire du sport, de l'éducation, etc. Et puis par rapport aux gouvernants, qui ne sont pas efficaces par rapport à ce qui devrait être l'élément essentiel pour un gouvernant, c'est-à-dire une protection sociale des Français. C'est ça, ce que vous proposez avec une nouvelle société, un nouvel élan, une nouvelle redistribution des rôles d'une certaine manière, une nouvelle décentralisation? Alors il y a dans nos propositions, puisqu'on en a 10, il y a la décentralisation, oui, évidemment. C'est-à-dire qu'il faut... Cette France des territoires que vous voulez, qui est mal nommée. Enfin, Oui, parce qu'aujourd'hui, les politiques sont jacobins. Et regardez les 4 qui ont arrivé. Vous dites aujourd'hui. Tout le temps, oui. Mais aujourd'hui, parce que je prends les présidents de la Ve République. Mais c'est parce que je prends l'élection aujourd'hui. Regardez les 4 qui sont arrivés en tête, ils sont tous hyper jacobins. Ils ne sont pas décentralisateurs, parce qu'ils ont l'impression de perdre une partie du pouvoir. Et c'est une culture en France, c'est la culture de l'État. Qui nous vient de Colbert. Donc on a cette dimension... On a un héritage. Évidemment, on a un héritage, on a une culture, et puis on a parfois, évidemment, avec l'État, une efficacité. Mais les Français se sont rendus compte que cet État centralisé, qui faisait leur fierté d'un certain point de vue, avait été inefficace dans la crise sanitaire. Pourquoi est-ce que vous ne pensez pas que des réformes structurelles peuvent être faites, et justement au niveau des institutions? Mais je pense qu'il faut le faire. Parce que je vous propose la proportionnelle et la décentralisation. Oui, mais j'en fais 2. J'ai bien compris que vous faites cette proposition, mais si je vous pose la question autrement, pourquoi est-ce que cette proposition ne viendrait pas d'Emmanuel Macron et de ses équipes? Mais si elle venait
moi, je vais pas être dans l'opposition frontale et à chaque fois qu'il va dire qu'il fait beau, dire non, il pleut. C'est fini, ça n'existe plus. Les Français ne nous croient plus quand on est comme cela. Parce que les socialistes ont défendu une politique économique et sociale, et parce que c'est Macron qui dit telle ou telle chose, on est dans l'opposition, parce que faut être dans l'opposition, parce que comme Mélenchon gueule, il faut être plus proche de Mélenchon que du proche. On quitte le terrain d'une politique équilibrée, social-démocrate, qui déploie le compromis, mais qui soit une politique de transformation sociale. C'est ça aussi qu'il faut garder toujours à l'esprit. Donc, si Macron fait ses réformes, on les étudiera, pourquoi pas. Je veux dire, c'est évident. Vous le dites avec une certaine gêne, hein. On l'étudiera, mais c'est pas de gaieté de cœur. Pourquoi voulez-vous que ce soit de gaieté le cœur? On peut jouer à ça longtemps. Mais vous comprenez. Mais si moi, je ne suis pas dans la majorité. Si vous voulez quelqu'un qui soit de gaieté de cœur et du début jusqu'à la fin d'accord avec Emmanuel Macron, vous prenez quelqu'un de la majorité. Moi, je suis dans l'opposition. Je suis une opposition constructive, une opposition responsable, une opposition de transformation responsable, mais je ne suis pas dans la majorité. C'est précisément le point où je veux en venir. Est-ce que l'important aujourd'hui, ça n'est pas sauver un modèle de société pour les Français, ou est-ce que l'important, c'est d'être dans une majorité ou dans une opposition? Bien, pour sauver un modèle de société, vous avez raison, il faut profondément reformer cette société. Et pour réformer cette société, il faut des forces de proposition. Je pense que notre vie politique est trop centralisée. Aujourd'hui, même les partis ont abdiqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut une personnalité. On vous dit, à la fin d'un débat où vous avez exposé 10 idées, et on vous dit oui, mais Monsieur Cambadélis, qui pour incarner? Voilà. Donc on est là-dedans, et donc c'est une situation où c'est des personnalités qui s'affrontent. On en revient au programme. Mais on n'a pas regardé le programme dans cette élection présidentielle. On en revient au programme d'Olivier Faure que vous avez cité tout à l'heure. Bien sûr, mais dans cette élection présidentielle, on a eu le combat pour le vote utile au premier tour, et lequel des deux sera éliminé au second. Mais le débat, dans toutes les élections, il y avait 3-4 idées qui matrissaient le débat présidentiel. Là, rien, un peu la retraite, mais c'est tout. Est-ce que on a tort aujourd'hui d'être en France, dans un pays où la politique est une carrière? Est-ce que on ne devrait pas s'inspirer? Alors vous allez me dire que la Suisse est un pays qui est beaucoup plus petit, mais en Suisse, on vous prend dans la société civile, on vous donne un mandat de 6 ans et après vous retournez faire votre boulot. Est-ce que finalement, on n'arrive pas, puisqu'on est, vous et moi, à envisager plusieurs pistes, est-ce qu'on n'est pas là à se dire que finalement, le plus grand tort en France, c'est que, regardez la chasse aux circonscriptions qu'il y a en ce moment, c'est assez affolant, on a l'impression d'être parfois à la foire d'empoigne. Est-ce que finalement, cette carrière politique, est-ce qu'il ne faudrait pas en finir avec ça? Sûrement. C'est sûrement une piste qu'il faut envisager. Mais en France, on a la passion de la politique. Et donc, quand ça vous prend tout petit, vous le gardez longtemps. On peut avoir la passion de politique pendant un mandat et ensuite... Oui, bien sûr. Mais moi, je pense que ça ferait le plus grand bien à beaucoup de politiques d'être dans l'alternance. Évidemment, ne serait-ce que dans les collectivités locales. Mais bon, aujourd'hui, le problème n'est pas tant le temps passé par les politiques en responsabilité que leur manque d'efficacité et le manque de respiration démocratique. C'est ça que moi je reproche. S'il y a un homme politique qui, au bout d'un moment, devrait retourner au travail, ça fait un peu chinois, à mon avis, comme mode de fonctionnement, mais pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on aurait fait? On n'aurait pas accepté François Mitterrand, puisqu'il avait une carrière déjà sous la 4e République. Merci Donc vous beaucoup. voyez que tout ça, c'est compliqué. Merci beaucoup, Jean-Christophe Cambadélis.